Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. La question, je crois que j'ai reçue qui m'a le plus troublée, Dis-nous. c'est ma maman. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta maman ? Qu'est-ce Quand qu'elle on t'a est demandé ? expatrié depuis 15 ans, est-ce qu'on est expatrié pour toujours ? J'y allais là. Ouais, exactement. Parce que c'est hyper difficile en fait. Quand j'ai réalisé la série Should I Stay or Should I Go, j'étais en France, j'avais le Covid, j'étais enfermée dans ma piole. Et j'avais qu'une envie, c'était rentrer en France. C'était rester quoi. C'était pas retourner là-bas. C'était un peu difficile. Et puis finalement, on a pris la décision de faire ce compromis, de rester encore quelques années et de rentrer après. Je suis vachement en paix avec. Depuis qu'on a décidé, en fait, depuis que j'ai réussi à faire dire à mon mari que on rentrerait vivre en France dans quelques années. Mais à la question, est-ce qu'on s'est expatrié à vie ? Je pense que dans des familles comme les nôtres, toi et moi, on a des schémas assez similaires. Bah oui, d'une certaine manière. Même quand on rentrera en France, nos enfants sont binationaux. Toi, tu vas bientôt être binationale. Je suis devenue américaine parce que j'aime ce pays aussi, en fait, parce que ce pays m'a offert plein de trucs. J'ai vécu toute ma vie d'adulte ici, en fait. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je pense que on aura toujours cette double composante. On sera toujours entre ces deux pays, entre ces deux cultures, entre ces deux continents. Ça vient avec son lot de défis et de difficultés parfois, mais je pense que c'est hyper riche et que c'est super chouette et c'est pour ça que je suis restée. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et toutes mes dents. Plus sérieusement, ça fait 3 ans que je dis que je vais le faire et ça y est, je me suis laissée convaincre. À force de me dire qu'il faut que j'incarne mon podcast, eh bien me voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire d'expatriation. Vous allez voir, ça commence en 2007, à Buffalo, dans l'État de New York. Puis ça va en France. Et de nouveau dans l'Ouest new-yorkais pour enfin m'installer à Boston. Et depuis quelques jours, c'est depuis Denver, au cœur du Colorado, que je vous parle, puisque j'y ai emménagé très récemment avec ma famille. Comme ce n'est pas toujours facile de se raconter seul, c'est mon amie Thuyen qui m'a tendu le micro un matin de juin dernier dans mon jardin. Thuyen, vous l'aviez découverte en janvier dernier dans French Expat, elle vous y racontait sa triculture. Allez, c'est parti, il faut que je me lance. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez le 150e épisode de French Expat, un podcast de French Morning. C'est moi qui fais. C'est pas facile, mais je lâche prise. Ouais, c'est ça qui est dur. C'est bien parce que t'es passé cet exercice-là il y a pas longtemps, toi. Ouais. Check. Waouh, attends, c'est moi la boss là. C'est toi la bosse et ça tourne, chef. Bon, bienvenue dans le podcast French Je sais Expat. toujours pas comment ça s'appelle. French Expat, le podcast. C'est dur à Merci. prononcer. Déjà, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Anne-Fleur Andrely. Pourquoi Andrely ? C'est le nom de famille de mon mari. Ah, t'as pris son prénom. Son nom de famille. J'ai pris son nom de famille, qui est d'origine tchèque. Voilà. Là, on l'entend, mais on ne voit pas écrit. Quand on le voit écrit, il y a beaucoup Quand de... on le voit écrit, que ce soit en France ou aux États-Unis, on me demande régulièrement. Je me souviens quand on était en France, qu'on habitait en France, j'ai aidé mon mari à faire ses démarches avec l'administration française, et on me demandait souvent, mais mais vous avez oublié une lettre ? Non, j'ai pas oublié la lettre, parce que c'est A-N-D-R-L-E, donc il y a quoi, 5 consonnes à la suite, 4 consonnes à la suite. N-D-R-L, ouais, j'ai plus compter. 4 consonnes à la suite. Mais non. Mais sachez que même aux États-Unis, les gens savent pas le dire non plus. C'est ça. Tu es obligé de répéter ? Ou quand j'ai pas envie de trop discuter, je donne mon nom de jeune fille, Stéphane. Stéphane, Il y a 72 pages d'annuaire en Bretagne par ville. c'est très breton ? C'est le Dupont français, quoi, si tu veux. C'est le D'accord. Dupont breton, ouais. Alors, tu t'appelles, ok, ça c'est bon, c'est fait. Ok, next. Âge J'ai 36 ans. Nation des années 80. 37 le jour où sortira, parce que Stéphia va sortir le jour de mon anniversaire. Tu es donc cancer. Lion. Lion ? Ah, tu fais partie des lions. Est-ce que tu as les caractéristiques de lion ? Oui. Ah bon ? Très impulsive. Un tantinet, je pense que ça fera sourire certaines personnes, mais un tantinet colérique. Peut-être pas qu'un tantinet. Tu me regardes, je sais pas, tu n'as pas... J'ai pas encore eu cette chance-là d'avoir une petite colère de... Très passionnée. Ouais. Et comme toute bonne passion, les passions, c'est très intense et je les applique souvent dans mon travail, dans les amitiés, en amour. Mais du coup, j'ai des très hautes attentes de moi et des gens qui m'entourent. Et voilà, un lion, quoi.
Ça me donne envie de parler de 2 trucs. Passion, t'as dit 2 trucs qui m'intéressent en fait, et je pense qu'ils avaient intéressé les gens. C'est passion par le travail et passion par l'amour. Par où on commence? Par l'amour d'abord? Allez, raconte-nous un petit peu comment t'es arrivée aux States. Je pense qu'il y a un lien. Ouais, non, complètement. Les États-Unis, je ne suis pas venue par amour. J'étais en fait étudiante en école d'ingé et pour valider mon cycle d'ingé, je devais faire un stage de 6 mois dans un pays anglophone, donc pour parler anglais. Pour avoir le contexte, à l'époque, moi je suis allemand LV1, donc première langue. Attends, explique pour les gens qui écoutent. Langue vivante 1. Je suis toujours partie du principe que l'anglais ça servait pas à grand chose. Visionnaire, la nana. Et mes cours d'anglais, enfin j'étais vraiment une catastrophe. Ma petite sœur qui avait, elle a 7 ans de moins que moi. Caroline, si tu m'écoutes, merci. Faisait mes exos d'anglais en fait encore à la fac parce que j'étais vraiment dramatique. Donc tu trichais? Tout à fait. Enfin, pas à l'école, mais les devoirs, oui. T'étais triché quand même. Mais bon, ouais, merci. Faut comme on peut. Hein. Voilà. Comme on peut. À cause désespérée, voilà. Et ça t'est resté l'allemand? Pas du tout. Je comprends, mais ça reste une grande frustration en fait parce que voilà, maintenant je parle anglais. C'est comme si un peu dans mon cerveau j'avais 2 cases, une case français et une case langue étrangère, et j'ai du mal à initier en allemand. Tu vois, quand j'essaye de commencer en allemand, je commence à dire aïe au lieu de ich. Enfin, tu vois, bon, bref, je nage un peu, quoi. Mais t'en as fait quand même longtemps. Attends, LV1, ça fait au moins. J'en ai fait une dizaine d'années et ma marraine est allemande. Enfin bref, du coup, je l'ai pratiqué longtemps, mais je l'ai un peu perdu, quoi. Mais bon, maintenant c'est l'anglais. Alors, tu considères l'anglais comme ta langue étrangère? Excellente question, tiens, parce que c'est une bonne question. Non, c'est une très bonne question parce que effectivement, actuellement, ma langue réflexe en fait dans ma vie de tous les jours. Bon, si toi je te vois, tu vois, je te parle français, mais c'est surtout l'anglais et c'est sans trop d'efforts finalement au bout d'un moment. Enfin, tu oui, alors oui, il y a certaines nuances que j'ai dans mon expression que j'ai pas toujours. Tu vois, j'aimerais des fois pouvoir ajouter un peu plus de granularité dans ce que j'exprime, mais je parle surtout anglais et je me surprends en fait à parler naturellement anglais à mon fils et ça m'énerve tellement parce que je me dis mais non, il faut que je lui parle français, etc. Bref, du coup c'est un peu ma bataille du moment. Donc tu es en train de me dire que c'est plus vraiment ta langue étrangère, c'est ta langue de communication presque. Ouais. Pas ta langue natale, mais bon, entre les deux. Ouais. Mais après peut-être c'est épuisant aussi de parler dans 2 langues différentes. Ça l'a été beaucoup, je sais pas comment c'est toi à la maison, mais je sais que du coup avec mon mari, Mike, en fin de journée, quand on est un peu fatigué, en fait, en gros, on a vécu, donc je t'expliquerai plus en détail, on a vécu aux États-Unis, je suis partie en France, il est venu avec moi, on est resté en France pendant 3 ans, puis on est revenu aux États-Unis. Et en fait, quand on est revenu aux États-Unis après ce séjour en France, je me suis dit, mince, il a appris le français là-bas, il va le perdre alors que nous on communiquait que en anglais, notre langue de couple c'était que l'anglais, et donc du coup je me suis forcée, et franchement c'est pas facile quand t'es habitué à parler à quelqu'un dans une langue particulière, puis il était nouvel apprenant aussi de cette langue, donc tu sais qu'on n'a pas forcément tout le lexique, toute la grammaire, tout le machin, et du coup je me suis vachement forcée à parler français avec lui, et donc du coup en fait maintenant je lui parle français et il me répond en anglais, c'est un peu notre moyen de fonctionner. Et ça marche? Ça marche. Quand on est dans un cercle social, je pense qu'on est un peu imblairable. Parce que si les gens parlent pas français ou anglais, ils sont, mais genre, je sais pas, ils se la racontent. Moi, j'aimerais bien avoir ce genre de truc. Oui, c'est mais c'est un luxe, c'est cool. Ouais, c'est ça. Cool, c'est-à-dire cool. que tu peux jongler facilement. C'est ce qui fait que ton fils aussi, il a pas du tout il voit que les 2 parents jonglent facilement d'une langue à l'autre. C'est peut-être une langue pour lui. Ouais, non, complètement. Alors attends, parce que tu reviens un petit peu là, reviens en arrière. Okay. Je suis la reine du hors-sujet, faut faire attention avec moi. Attends, ok, t'es venue faire ton stage 6 mois. Ouais. C'est là que t'as rencontré ton mari? Ah, tout de suite? Wow. Ouais, en fait, je suis venue donc faire ce stage. Alors le truc, c'est que t'es en gros en 2e année post-bac en termes de diplôme à ce moment-là. Donc t'as pas grande qualification. En école d'ingénieur, t'as pas vraiment fait de pratique, tu vois. Donc en fait, qu'est-ce que j'essaie de te dire, c'est que t'es pas hyper bankable, quoi, si tu veux. Personne t'attend en fait. Donc je finis par trouver un stage à l'université de l'État de New York, SUNY, à Buffalo, et donc par des petits coups de main. C'était un stage pas rémunéré, enfin bref, voilà. C'est quoi petit coup de main?
Bah, en fait, c'est des gens, si tu veux, qui connaissaient des gens, qui étaient des gens qui ont fait passer c'est mon comme CV, ça que voilà. ça marche. Oui, non, mais complètement. Mais donc, du coup, je débarque à Buffalo il y a 15 ans, au moment où cet épisode sortira, parce que c'était juillet 2007. Et j'avais été accueillie par un mec qui s'appelle Ignacio, un étudiant espagnol qui étudiait donc, à Buffalo dans l'aérospatiale et qui avait fait en fait toutes ses études dans des lycées français en Espagne. Donc il parlait français comme toi et moi. D'accord. Moi, avec, souviens-toi, mon niveau d'anglais dramatique, ça m'a vachement aidé. J'étais Comment tu accueillie l'avais et tout. trouvé? C'est l'école qui te met un mentor ou un buddy? Non, pas du tout, c'était mon coloc. Et c'était en fait un ancien élève de l'école dans laquelle j'étais, en France, qui connaissait l'assaut de français, qui a fait passer en gros ma recherche de coloc, et ce mec qui avait répondu. Ça sert, hein, le réseau quand même. Ouais. Ça, c'était avant Facebook, hein. Ouais. Donc c'était. Tu nous resitues un petit peu le 2007, c'est ça? Voilà, c'est ça. 2007, il n'y avait pas d'iPhone, ou c'était la sortie du premier iPhone. Pas Insta, t'avais quelques blogs. Enfin, c'était. Donc on faisait quoi? On faisait des emails. Hein. On faisait des emails et en fait on parlait aux gens, quoi, en fait. Ouais. Au téléphone? Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais on parlait aux gens. En fait, t'envoies des mails à tout le monde. Pierre le disait dans un épisode récemment. Pierre, qui est d'ailleurs une des premières personnes que j'ai rencontrées à Buffalo. Et il a vachement raison. Je trouve que c'était. En gros, tu tentais 1000 trucs, si tu veux. Et puis, avec un peu de chance, t'avais un ou deux trucs qui te revenaient et qui mordaient. Et puis, c'était ça, du coup, que tu suivais. Maintenant, c'est une autre. C'est pas plus pour nous, quoi. Ouais, on est vieilles, quoi. Donc alors attends, t'arrives. Donc du coup, je découvre les États-Unis, enfin le fait de vivre à Buffalo. Je commence à travailler en labo. Et puis au bout, peut-être, je sais pas, je rencontre Marie-Pierre et Pierre qui ont été des invités sur le podcast en saison 1 et en saison 3 de mémoire, qui sont des Français, qui sont de passage, qui crachent sur mon canapé pendant quelques jours et tout, qui deviennent des super copains. Et puis au bout, je sais pas, de 5-6 semaines, j'avais 2 colocs. En fait, j'avais Ignacio et Baro, qui était un Sud-Coréen. Et Baro me dit, écoute Anne-Fleur, c'est sympa les Français, mais je vais t'amener rencontrer des Américains. Ce soir, je vais à une soirée dans mon labo, enfin une soirée d'un mec de mon labo, une Goodbye Summer Party. Waouh. Et cette soirée, c'était chez Mike. T'as les émotions là. Ouais. Et là, un peu comme dans les films quand même, tu vois. Un peu coup de foudre ou quoi? Ouais, un petit peu. Mais pareil, je captais pas grand-chose, quoi. Je suis juste allée chez Mike, j'étais, oh, il est beau. Et puis bon, voilà. Après, on a passé la soirée à se courir après. Il s'est absolument rien passé. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, nos bureaux étaient l'un en face de l'autre à l'université. Et, comme par hasard. Non, mais c'est ça. Et puis, voilà, quoi. Au bout de quelques semaines, en fait... Parce que vous étiez jeune aussi, ça cliquait tout de suite. Ben ouais, j'avais 22 ans. Je venais juste d'avoir 22 ans. Waouh. Et lui, pas loin. Vous avez le même âge? Ouais. 23, quoi. Ouais. Et donc, tout de suite, vous avez emménagé ensemble et tout? Et ouais, c'est allé assez rapidement en fait. Donc j'étais là initialement pour 6 mois. On emménageait ensemble sur la fin de mon stage en janvier. Et sachant qu'on a dû se mettre ensemble au mois d'octobre. Waouh. Moi, rétrospectivement, je laisserais pas mes gamins faire ça, quoi. Waouh. C'est bien. Ouais. C'est ton côté lion, quoi. Tu sais ce que tu veux, non? Ouais, et puis finalement, tu te dis, c'est bon, quoi. C'est pas la génération non plus de nos parents ou de nos grands-parents. Je veux dire, tu prends pas de risques. C'est pas comme si tu allais être répudié de la société si tu te mariais pas avec le mec après. Enfin, tu vois, je veux dire, bon. Ah oui, parce que tu as vécu avec lui étant pas marié. Oui. Non, mais enfin, tu vois, je veux dire, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. J'avais 22 ans. Oui, certes, on a vécu ensemble, mais c'était finalement. Enfin, je trouve que vu qu'après j'allais rentrer en France, c'était presque un test. Intéressant en fait de savoir est-ce qu'on a envie de tester, de mettre notre relation à l'épreuve de la distance. Est-ce qu'il y a plus que ce très chouette début d'histoire d'amour. Et ta famille dans tout ça, est-ce que tu leur avais dit? Enfin, 3 mois, c'est quand même. Alors il y a un truc qu'il faut savoir avec moi, c'est que je suis incapable de garder des secrets. Ah. Ne me confiez pas de secrets. Ah merde. Non, je sais garder des secrets, mais en fait les trucs qui me rendent heureuse, en fait, je suis incapable de les garder pour moi. Tant mieux. Tu vois. Et donc, en fait, j'étais rentrée à Noël au bout de quelques mois là, en 2007. En fait, au moment où je pars, je dis à Mike, oh c'est dommage, tu vois, qu'on se quitte pour 2 semaines. Ça aurait été cool que tu viennes pour le Nouvel An. Et puis il me fait, ah bah ouais, tiens, bonne idée. Puis bim, il prend un billet pour le Nouvel An. Je dis, quoi? Ah, génial. Et donc du coup, il est venu pour le Nouvel An. Il avait rencontré ma famille. Bien rencontré la famille. Il a rencontré la famille très tôt, du coup. Et voilà. Et ils ont approuvé tout de suite. Oh non. Ah, c'est ça qu'on veut entendre. Disons que c'était pas... Je crois que, en fait,
entre Mike et ma famille, t'as eu un vrai clash culturel. Ouais. Tu vois, comment est-ce que tu vas rencontrer les parents de ta copine, comment est-ce que tu te fais recevoir, si tu veux, par des gens qui t'accueillent, machin. On n'avait pas forcément les mêmes codes, et je savais qu'il n'avait pas forcément les mêmes codes, alors j'essayais d'être subtile, tu vois, genre, je sais pas, je lui envoyais des articles de blog, genre, tiens, t'as vu, regarde, c'est des trucs qu'ils disent de faire quand tu vas rencontrer les parents de ta copine en Europe. C'est bien, genre, il a bien tiens, pris ça. c'est une bonne idée, tiens, si tu leur ramenais un petit souvenir avant de venir pioncer chez eux. Non, il a jamais capté. C'est les us Il et est merveilleux coutumes. par ailleurs, hein, Ouais. mais ça, ouais, non, il a pas. On peut pas être capté. parfait partout. Hein. Non, Mais, exactement. on a les mêmes à la maison. Mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors du coup, ça pas. Effectivement, il arrive peut-être avec le bagage des clichés, peut-être pour la famille, non? Comment ils ont appréhendé ça? Alors, elle est partie en stage et puis elle nous revient avec un cow-boy. Ouais, écoute, non, ça s'est quand même plutôt pas mal passé. Ma maman était pas super emballée au début, mais c'était rien forcément de personnel avec Mike. C'était le fait que je me sois mise avec quelqu'un si rapidement et que ça aille vite en fait, tu vois. D'accord. En tant que bonne maman. Ouais. Mais voilà, non, je suis la deuxième d'une fratrie de 5. Ah. Et, Wow. et ma fratrie était super accueillante, ils étaient super contents de rencontrer Mike. Tout le monde s'est essayé à l'anglais, parce qu'à l'époque, Mike parlait pas du tout ça. Et la fameuse Caro, elle a dû s'éclater du coup. Mais oui, Caroline, Ouais, c'est ça. elle parle toujours, elle a toujours un meilleur accent que moi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que donc on a passé ce moment ensemble, on est reparti aux États-Unis, et puis moi je suis rentrée à la fin de mon stage. C'était une année bissextile, donc le 29 février. Et, et puis, donc moi, je reprends mes études, la vie va bien. Et en fait, on a été séparés là, pendant, 6 mois, enfin le temps d'un semestre. Comment tu fais là, quand tu es séparée pendant 6 mois? Et écoute, c'est les débuts de la technologie. Hein, je suis un dinosaure. Ouais. Donc c'est pas, c'est pas de Skype. FaceTime, Skype. Ouais. Skype, mais du coup, il faut se donner rendez-vous, tu vois, pour être devant l'ordinateur. Enfin, c'était autre chose, quoi. Wow, ouais. Je me souviens de cette dit au revoir, mais un au revoir, je crois que j'ai jamais fait un au revoir aussi déchirant de ma vie Oh. qu'en février 2008, du coup. Parce que vous aviez des plans ou pas? Je suis même pas sûre qu'à ce moment... En fait, on savait qu'il allait sûrement pouvoir être TA, donc teaching assistant, sur un cours en France à Troyes l'été suivant. Donc on savait qu'on allait se voir à ce moment-là. Mais le reste, je suis pas sûre qu'il était déjà accepté dans son... Je sais pas trop, pour être honnête, je me souviens pas. En fait, fearless, quoi. Sans peur, tu fais ton truc, sans faire trop de plans, puis finalement, ça s'est bien goupillé. Finalement, on a eu vachement de bol, parce qu'en fait, il a été pris pour faire sa thèse dans la même école que là où j'étais. Donc, Exprès. ouais. Et puis donc, ouais, non, en fait, on a passé l'été. En fait, il avait l'été, donc ce cours qu'il devait enseigner à Troyes. Et puis, il avait tout le mois d'août de libre avant de commencer l'école, et moi aussi. Idéal. Et je me souviens, je suis allée aux relations internationales de mon école. Et j'étais un peu, tu sais, la nana un peu... Enfin, je suis toujours un peu obstinée, tu vois. Quand je pense qu'il y a quelque chose qui fait sens, il faut absolument que ça se passe. Et donc, en gros, je décampais pas de leur bureau en leur disant, mais votre programme de français intensif ouvert que aux élèves ingénieurs et pas aux élèves thésards, il faut absolument l'ouvrir aux élèves thésards. Enfin, si tu veux, c'est genre, et donc, je les ai eus à l'usure. Et ils ont pris Mike pour 1 mois, le mois d'août, si tu veux. Donc, et en fait, je pense que c'était hyper nécessaire pour lui. Il parlait pas français. Comment t'arrives sinon à vivre dans une... Il avait jamais fait de français avant, au lycée, Non. par exemple? Non. Waouh. Non. Et donc voilà, donc du coup ils l'ont pris et ça l'a vachement aidé. Enfin c'est tout con, mais après ça t'aide aussi en fait à t'intégrer, parce que même si dans un labo de recherche tout le monde parle anglais, tu peux te démerder, ça te permet d'aller plus loin en fait, de rencontrer des gens, de lier des amitiés, de commander un café à la cafétéria, enfin tu vois. Et il m'en parle encore de ce stage qui a été particulièrement intense. Wow. Et donc voilà. C'est aussi intéressant d'avoir aussi une vie en dehors de la personne, du pays chez qui tu déménages, entre guillemets. Mais bon, il était venu pour sa thèse, donc c'était combien de temps? C'était 1 an? 3 ans. 3 ans. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais vous êtes fortiche. Non. En fait, tout s'est bien copillé pour vous. Tout de suite. Ouais, mais ouais, en fait, C'est bien aligné, quoi. je me rends souvent compte, tu vois, quand j'écoute les témoignages que je recueille dans French Expat, de la chance en fait qu'on a, si tu veux, c'est qu'on s'est jamais attendu très longtemps. Le maximum qu'on a fait, c'est ces 5-6 mois en 2008. Et après, on était dans la même ville, on habitait quasiment toujours ensemble. Alignement de planètes ou d'étoiles, Wow. je sais pas comment on dit. C'est super.
J'ai une autre question par rapport à la passion, parce que tu dis, ouais, t'es lionne et tout, par le travail. En fait, moi, quand je t'ai rencontrée, tu m'as dit que t'étais quelqu'un d'assez hyperactif. Et je te vois comme la nana qui se réveille à 5h du mat, qui fait tous ses rendez-vous, hyper bien organisée et tout. Moi, j'ai une question, c'est déjà comment tu en es arrivé là, où tu es aujourd'hui, mais surtout, bon, c'est dur à définir, mais c'est quoi ta journée type? Tu vois? Parce que après, les gens vont dire, on n'a pas de journée type. Non, mais Si, te connaissant un petit peu, ouais. on aime bien avoir une petite routine. Enfin, tu vois, des choses qu'on aime faire ou qu'on se dit qu'on doit faire dans la journée. J'ai l'impression que toi, t'es un peu comme ça. Ouais. Et moi, j'ai envie de savoir. Bah, en fait, l'organisation un peu ma boule, elle est venue du fait que je me suis découverte une passion. Du coup, je fais plein de sauts de puce, mais en 2019, là où j'ai lancé en fait French Expat, quand j'ai lancé un podcast pour mon boulot à l'époque au MIT, et quelques semaines après, je me suis dit mais attends, mais c'est carrément possible. En fait, il faut absolument qu'on lance un podcast sur les expats. Attends, reviens là-dessus parce que comment on lance un podcast pour son boulot? Bah, il y avait un besoin, c'était dans l'éducation en fait que je bossais, et c'était utiliser tous les médiums possibles qu'on pouvait avoir pour faire grandir en fait. En gros, si on devait éduquer une workforce, donc plein d'employés, mais de plein de choses différentes. Donc, genre, je sais pas, des commerciaux qui passent beaucoup de temps en voiture, des ouvriers qui sont sur les chaînes de prod, des exécutifs qui sont plus white collar, comme on dit. Et du coup, tout le monde en fait va pas apprendre en imprimant un livre. Tu vois, t'en as, tiens, je vais écouter ça dans la voiture, ça va me permettre d'avancer. Il y avait plein de choses comme ça. Et donc moi, en fait, on m'avait mis sur l'audio. Et c'était recycler en fait notre contenu, apporter des points de vue inédits en fait d'experts pour s'assurer en fait que le niveau de connaissance, le socle commun de connaissances au sein de l'entreprise, si tu veux, il était véritablement commun, quoi, que tu n'avais pas une partie de l'entreprise qui avait plus de connaissances parce que le médium leur convenait plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas une passion que tu avais nourrie des petites. Alors si, c'est compliqué. Ouais, c'est. Non, mais c'est hyper compliqué de se raconter. Ouais, parce que c'est pas quelqu'un d'MIT qui t'a dit tiens, j'ai une idée. C'est qu'ils ont identifié que Anne Fleur, elle avait une particularité ou une sensibilité à l'audio. Donc, ouais, en fait. Donc, je pense que ça vient d'où ? En fait, quand Mike est arrivé, on était donc à l'UTC, à Compiègne. Moi, donc, il me restait 3 ans à faire à l'école, ou 2 ans et demi. Et puis, à ce moment-là, en fait, l'UTC, c'est une école d'ingénieurs qui était fondée un peu sur le modèle américain, au sens où tu peux choisir en fait des unités de valeur. Donc, tu peux choisir tes cours. Tu as certaines formules, si tu veux, à respecter pour avoir un minimum de sciences, par exemple, de technologie, etc. Dans un de mes cours, c'était la démocratie participative. Il fallait lancer un projet, etc. Et j'ai eu l'idée d'aller frapper en fait à la radio, la station de radio qui était hébergée sur le campus mais qui dépendait pas de l'université locale, qui s'appelait Graphite, qui s'appelle toujours Graphite, et de leur en fait d'essayer de comprendre comment ça marchait. Et il y avait une émission scientifique à l'époque qui s'appelait Biotine, j'ai proposé en fait une chronique sur cette émission là pour essayer de débunker en fait certaines idées reçues sur donc t'es allé leur technologie, pitcher un l'innovation. truc déjà à l'époque Ouais. Et coup de bol, ça a été accepté. Et en fait, ça a été ça mes premiers moments derrière un micro. J'en garde un énorme, excellent souvenir. Enfin, franchement, c'était des belles années, quoi. J'ai adoré faire ça. Et puis, je sais plus au bout de combien de temps, peut-être, je sais pas, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, ça s'est transformé en une émission bimensuelle. Donc, on faisait, je crois que c'était un mercredi sur 2, les échos de l'innovation avec 2 copains, Hugo et Marine, et Romain aussi. Et en fait, donc, c'était une émission d'1 heure que je co-animais. On avait plusieurs chroniques, on avait plusieurs sujets, on avait des experts et tout. Et c'était mes grosses passions. Et en fait, Graphite, c'était génial parce qu'ils étaient... tous les animateurs étaient bénévoles. Mais ils étaient vraiment, si tu veux... on t'aide aussi peu et autant que tu en as besoin et que tu en as envie, tu vois. Donc si tu as juste envie de venir te poser derrière ton micro, de balancer ton contenu, vas-y, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'apprendre, je sais pas, des techniques d'interview, des aspects techniques même en fait de comment tu vas manier. Mon premier Zoom, c'était à Graphite. Comment tu vas manier les micros, gérer les consoles, gérer les guests extérieurs. Enfin, il y avait tout, quoi. Et c'était passionnant. Donc c'est là où tu as tout appris. C'est là où j'ai appris énormément de choses, ça c'est clair.
Et je suis devenue, en fait, je me suis présentée aux élections du board de cette radio. Je suis devenue présidente de la radio pendant un petit moment. Ah, Et puis après, si tu veux, j'avais mon stage à faire à Paris. Je bossais chez L'Oréal. Enfin bref, je me suis progressivement désengagée parce que voilà, j'avais fait mes études d'ingé. Il fallait que j'aille travailler, quoi. Puis après, on est parti aux États-Unis, etc. Donc en fait, presque 10 ans, j'ai gardé, si tu veux, cette appétence pour le son, pour le multimédia en général. Je faisais pas mal de voix off en freelance, mais de manière hyper irrégulière. Si tu veux, c'était un bonus, c'était pas du tout une source de revenus. C'était juste parce que j'aimais bien faire ça, quoi. Et puis en fait, je m'en suis jamais cachée en fait de ça, parce que même si ça peut paraître être juste une activité extra-curriculaire, quand je suis arrivée au MIT, je sais que c'est un des trucs qui leur plaisait en fait, cette expérience. C'est vrai je trouve qu'aux États-Unis, c'est là qu'ils regardent le plus. C'est là où on regarde le plus tes activités. Et dans les entretiens, c'est là où ils te posent des questions. Plus sur ton éducation, etc. C'est cette petite ligne tout en bas à droite, là, où tu mets passion, hobby, hop, je fais du volley ou je sais pas quoi. C'est là où j'ai un petit blog de trucs. C'est là où ils vont te coincer, entre guillemets, pour que tu parles de toi. Exactement. Et donc c'est ton petit... Il y avait marqué voix off. Voix off, je parlais de la radio assez facilement parce que j'ai adoré ça, parce que j'en suis fière. Et l'autre gros fun fact que je mettais à l'époque, c'était mon ancienne carrière de géo au Club Med. Mais non, j'étais géo voile parce que je suis monitrice de voile. J'ai mon diplôme fédéral d'enseignement. Est-ce que c'est un truc de breton, ça? Probablement, parce que dans le Finistère, pour le coup, les jobs d'été, soit tu vas ramasser les fraises ou les tomates, soit tu t'entraînes le voile. Hein. Donc t'as un côté un peu social, animatrice, médiatrice peut-être. Ouais, c'est très rigolo d'être géo, si tu veux. C'est pas du tout le vrai monde. C'est pas du tout, si tu veux, c'est un monde dans lequel, je sais pas, les gens ils sont super contents de venir à ta table pour dîner. Ils ont trop cool, il y a un géo qui vient s'asseoir avec nous. Les gens ils rigolent très fort à toutes tes blagues, même quand elles sont pas drôles. Je sais pas, c'est très rigolo et je recommande ça comme job étudiant parce que c'est un peu magique, si tu veux, c'est complètement irréel, mais j'admire les gens qui en font leur métier parce que je pense qu'il y a des atterrissages vachement difficiles. Tu vois, moi, je faisais ça par 3 mois, tu vois. 3 mois, puis voilà. Mais non, c'est super rigolo. C'est des excellents souvenirs. T'es dans des infrastructures canons, dans des paysages. Moi, c'était en France que j'étais géo à la Palmyre. C'était archi canon aussi, avec du matériel génial, des bons katas. Enfin, tu vois, c'était cool. Tu penses que ça t'a aidé ou pas, ça, dans ce que tu fais aujourd'hui? Peut-être dans ma capacité d'écoute. En fait, c'est rigolo. Je pense qu'il n'y a pas un truc, tu vois, il y a un peu de tout. Mais je pense que dans l'écoute, ça forme vachement. Parce que finalement, tes GM, on a beau dire, c'est une communauté, on est tous potes, c'est tes clients, quoi. Enfin, tu vois. Rappelle-moi, GM, c'est quoi? Gentil membre. Ok. Et Géo, gentil organisateur. Et ouais, enfin, tes clients... c'est comme en fait dans toutes les techniques de vente, si tu veux, tu as 2 oreilles et une bouche. Donc tu écoutes 2 fois plus que tu parles. Et c'est vrai, en fait, tu écoutes. Et c'est pas pour les piéger. C'est 2 oreilles et une bouche, oui. Non, mais du coup, tu vois ce que je veux dire. Ça a dû t'impacter plus que tu le penses, je pense. Comment tu penses que ça m'a impacté? Je sais pas, Parle-moi côté de moi. Non, mais tu sais, c'est le côté un peu performance. Tu dis, les gens, ils aiment bien venir te voir. Il y a une sorte de jeu de rôle peut-être à faire, tu vois, en dehors du fait que tu es obligé d'avoir une personnalité un peu avenante. Tu veux pas être un géo. Tu souris, quoi. Ouais, non, bien sûr. Donc il y a un truc aussi, je pense, qui t'a permis d'aller, je sais pas, dans la manière dont tu cherches les invités, par exemple. Enfin, t'as réussi à aller chercher l'information, ou tu vois. Et après, c'est sourire par la voix. Est-ce que tu avais des gens ou des idoles avec qui tu as grandi, tu vois, des trucs que tu admirais? En fait, un truc que j'admire et qui m'anime depuis que je suis toute petite, c'est l'impact qu'on peut avoir sur la vie des autres. Alors, pendant très longtemps, je voulais être médecin, tu vois. Je me suis rendu compte, il y a quelques années, que mes amitiés, c'était des gens que j'admirais. Pas que j'admirais, genre, je suis pote avec Patrick Bruel, tu vois, mais que j'admirais parce qu'il y avait un truc qui faisait
que généralement je savais pas faire, mais que je trouvais terriblement inspirant en fait, tu vois. Et j'aime pas utiliser le mot inspirant en podcast parce qu'on l'utilise à tort et à travers. Ouais. Mais Inspirant et bienveillant aussi, on aime bien. oui, mais Oh. oui. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation. Ouais. Mais peut-être dans ce podcast d'ailleurs. Du coup, en fait, j'ai voulu faire 1000 métiers, quoi. Donc j'ai voulu, j'ai voulu être médecin. Après, quand ça a pas marché, je me suis posé la question d'autres métiers de santé. Après, j'avais réfléchi à être. Non, mais alors attends, mais n'importe quoi, hein, parce que. Quand tu me connais, si tu veux, je voulais être glaciologue, aller escalader les glaciers pour l'environnement. Enfin, voilà. Waouh. Genre, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais je sais pas d'où ça me sortait. Ça, c'était quand, en 4e ou un truc comme ça? Ah non, plutôt en lycée. Non, mais moi, Ah je ouais, suis d'accord. assez. La communication m'a toujours attirée. Et on m'avait toujours dit fais des études scientifiques et tu pourras faire ce que tu veux après, quoi. Ça, c'est un autre débat aussi, je pense. Ouais. Le truc des études en France. Mais, Ouais. D'après ce que tu me dis, tu étais plus vers les trucs un peu comme, mais si tu Ouais. fais les trucs un peu de communication, un peu littéraire et tout, bah, tu te refermes des portes. Mm. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu choisissais ça, si tu avais choisi ça très tôt, tu n'aurais jamais pu faire médecin, tu vois. Mm. Dans le sens. Non, mais c'est ça. Et puis après, je pense qu'il y a enfin, dans ma famille, en tout cas, il y a une grosse composante familiale. En fait, quasiment tout le monde est ingénieur dans ma famille. Ouais, au moins, tu as coché la case. Tu as coché la case ingénieur. Ouais, voilà, maintenant j'ai coché la case d'ingénieur et je suis consciente de ce que la formation d'ingénieur m'a apporté. Elle m'a apporté plein de choses. T'as porté quoi? Dans la gestion de projet, dans la polyvalence, dans le fait que t'es vachement des merdes. Enfin, il y a outre, tu vois, des connaissances théoriques, mais des connaissances transversales que je peux réutiliser partout ailleurs. J'ai fait des cours d'interculturalité américaine passionnants, enfin, tu vois. Tu referais pareil? Oh non, je pense pas. Non, je pense. Enfin, si je savais. même parcours. En fait, si j'avais su ce que si j'avais su que je voulais, je sais pas, faire des podcasts, des documentaires audio, de la radio, il y a 15 ans, je me serais peut-être battue plus auprès de mes parents, tu vois, pour faire ça. De ingénieur à podcasteuse voix off, Hmm. productrice de podcast. C'est bien. Bon, en tout cas, ça me plaît. T'as dit que tu voulais aider les gens. Ouais. T'aides les gens d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Ouais, je me suis rendu compte de ça parce que donc j'ai lancé French Expat. J'ai reçu un message, je crois que c'était hier, me disant heureusement que je vous ai trouvé, vous avez sauvé ma première année d'expatriation qui était en pleine pandémie ou je sais pas trop quoi. Enfin, tu vois, parce que et d'ailleurs, c'est un sujet qui m'est énormément demandé en ce moment, c'est qu'on traite de la solitude en expatriation. Parce qu'on pense souvent, tu vois, qu'on part en famille, en couple ou machin, même si on part tout seul, mais que la vie est belle, C'est pas vrai. on boit des cocktails, que c'est la jet set, que machin, tu vois. Et bien sûr que non, c'est pas vrai. Et je crois que, enfin, je suis convaincue, j'en suis persuadée que par la parole, en fait, tu libères énormément de choses, tu te confies. Des fois, le simple fait de mettre des mots sur les choses, en fait, ça te permet d'avancer. Et je l'ai confirmé aussi en fait par le deuxième podcast que j'ai lancé en indépendant qui s'appelle toujours mais il est en pause plus ou moins prolongée actuellement, qui s'appelle Alors c'est pour bientôt, qui discute de ce que j'appelle les itinéraires bis vers la parentalité, en fait, le fait que ce soit pas aussi simple que de faire l'amour une fois pour devenir parent. Et là, c'est des témoignages qui sont parfois hyper lourds, si tu veux. Tu parles de fausses couches, de mort fœtale in utero, de PMA, d'adoption, d'insémination, enfin bref. Et là, en fait, aussi, si tu veux, le fait soit de parler, soit en fait de pouvoir écouter et de pouvoir t'identifier à certaines histoires, de savoir que t'es pas seul, savoir que t'es... Ouais, on est d'accord que ça reste pas juste, mais t'es pas le seul à galérer et il y a des gens qui s'en sont sortis, il y a des gens qui ont trouvé, je sais pas si on peut parler de silver lining dans ces cas-là, mais tu vois, il y a des gens en fait qui ont réussi finalement à se concentrer sur le positif de toute cette expérience-là. Et bah ouais, la parole c'est fantastique, c'est source d'apprentissage, source de connaissances, et puis voilà, c'est thérapeutique quoi en fait. J'ai l'impression que c'est ta thérapie aussi à toi, non? Ah bah grave. La psycho de toi. C'est ça qu'est-ce qui te motive, toi, à continuer ce que tu fais aujourd'hui? L'argent. La thune, ah bah ça c'est sûr, ça paye tellement bien. Mais non, je crois que, tu vois, si tu regardes ma carrière, en fait, on pourrait croire, si tu veux, en regardant juste sur le papier, que j'ai papillonné beaucoup, tu vois. Je fais 1 an et demi, 2 ans par-ci, 1 an par-là. Et en fait, non, enfin moi j'ai suivi vachement
les opportunités de créativité qu'il y avait en fait sur mon chemin. Donc tu vois, si tu regardes comme ça, tu te dis mais ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et en fait non, ça a vraiment été ça quoi. Le MIT, on m'a proposé le podcast Jack and Ferdy, c'était la création d'entreprise, la création du produit. Ama, c'était lancer en fait un produit, le faire adopter par des gens. Enfin c'était si tu veux pitcher, c'était créer toute une histoire autour du produit. Et en fait, je crois que j'ai eu ce gros wake-up call quand j'étais au MIT. Parce qu'en gros, ce qu'on me demandait beaucoup de faire, si tu veux, c'était d'être un peu, tu vois, je sais pas si l'analogie est bonne, mais tu vois, genre le MacGyver, dire ok, t'as un problème, on a besoin de créer du contenu pour ces personnes. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu le fais? Fais-nous un pilote, fais-nous les 10 premiers épisodes, machin. Ok, très bien. Ok, super, tu nous as prouvé que ça marchait. On a un budget, on sait comment ça marche. Ben maintenant, on va pouvoir embaucher quelqu'un pour le faire. Et en fait, à chaque fois, ça se passait comme ça. À chaque fois que j'arrivais, tu vois, à faire un truc, que j'arrivais, je sais pas, à retravailler des white papers, à retravailler plein de supports comme ça, de communication sur lesquels, tu vois, j'arrivais à m'éclater. On me disait, ok, super, tu l'as fait. Maintenant, trouve quelqu'un pour le faire. Et puis, mais dans toutes mes boîtes, hein, tu vois, c'était pas problématique. Et en fait, là, je me suis dit, mais merde, en fait. En fait, t'as identifié comme celle qui réussissait tous les pilotes. Ouais, c'est ça. Et après. C'est un peu la malédiction. Tu vois, puis après, merci, au revoir. Non, mais en fait, après, on me donnait d'autres missions, tu vois. Mais moi, j'avais envie de creuser ça. J'avais envie de progresser aussi, en fait, là-dedans. Parce que, aller en profondeur. Ouais, voilà. Quand tu fais que le début, t'apprends pas finalement tes erreurs, t'apprends pas des retours des gens qui utilisent ces trucs-là. Enfin, tu vois. Enfin, t'apprends un petit peu au début, mais c'est sur la durée, en fait, aussi que t'apprends toutes ces choses-là. Sur French Expat, l'exemple, on va commencer la saison 4 dans quelques semaines. L'essence même du podcast n'a pas changé, mais on a appris vachement en discutant avec nos auditeurs pendant ces 3 dernières années, tu vois. Et ça, c'est du temps long qui est hyper précieux pour Parce que créer, alors tu dis on maintenant, donc vous êtes plein maintenant, vous êtes petite entreprise. En fait, French Expat est rentré dans la rédaction de French Morning en juin 2021. French Morning, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média en ligne, c'est un peu un magazine en ligne qui s'adresse initialement aux Français d'Amérique du Nord. Ils ont des éditions locales avec c'est des correspondants de journaux français qui sont basés à LA, à San Francisco, au Texas, à DC, à New York, Montréal aussi. Et puis il y a aussi une édition à Londres. Ouais, j'ai vu Londres. Ouais. Et donc voilà. Et en fait, mais initialement, effectivement, on avait. En fait, j'avais fait un appel sur les réseaux sociaux parce que je pensais à créer ce podcast-là. J'ai une copine qui s'était portée, qui avait marqué son intérêt et du coup, qui avait lancé avec moi. Elle a eu des actualités perso qui ont fait qu'elle n'a pas pu continuer, mais du coup, elle est restée avec moi, je sais pas, les 3 peut-être premiers mois. Et en parallèle, donc elle faisait aussi des interviews, des épisodes. Les tout premiers épisodes, vous retrouverez aussi sa voix. Et puis, il y a Manon qui nous a rejointes, qui fait les réseaux sociaux. Fanny qui faisait les articles sur le blog et qui en fait maintenant sur French Morning. Charlotte qui est en congé maternité, mais qui nous a donné longtemps en tout cas un coup de main. Elle a fait quelques interviews aussi en saison 1 et qui faisait beaucoup le suivi en fait des interlocuteurs, des témoignants. Une fois qu'ils avaient témoigné, qui les recontactaient pour récupérer, je sais pas, des photos, des vidéos, poser des questions sur l'orthographe d'un mot, d'une ville, des trucs comme ça. C'est Alice qui fait les habillages de French Expat, ou d'autres d'ailleurs, c'est elle qui m'accompagne sur tous les podcasts que je fais. Et si vous voulez savoir comment elle travaille, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à écouter l'épisode de la semaine dernière, puisqu'on a fait un épisode ensemble pour raconter un peu justement comment on crée les épisodes. Et Caroline, qui a été notre proofreader aussi, qui s'assurait que, notamment sur le blog, les textes plus longs, qu'on n'avait pas de grosses coquilles, de grammaire, d'orthographe, des trucs comme ça. Donc que des filles. Ouais, pas fait exprès, mais ouais. Ah ouais. Vous entrez dans la saison 4. On entre dans la saison 4. Raconte-nous un petit peu comment tu divises ta journée, parce que t'as pas que les podcasts, visiblement. Ouais. T'as aussi les voix off, t'as de la production de séries ou d'autres... Ouais. Raconte-nous un petit peu comment tu... En fait, cette organisation qui te paraît un peu tarée, elle date de mon moment au MIT et du confinement. Du premier confinement. Du premier lockdown. En fait,
parce que sinon, en fait, si tu veux, donc j'étais au MIT, je faisais ma vie, tout allait bien, et je bossais tard le soir, et puis et j'arrivais, si tu veux, comme ça, à sortir mes épisodes. Enfin, ça allait quoi. Surtout qu'à l'époque, si tu veux, j'avais un nourrisson. À cette époque-là, à cet âge-là, les enfants ils dorment tout le temps. Enfin, tu vois, genre, tu les couches à 7h du soir et ils dorment, et puis c'était cool. Enfin, en tout cas, moi j'en avais un comme ça, c'était super. Et puis confinement. Donc on est tous à la maison, il n'y a plus de crèche, il n'y a plus d'école, il n'y a plus que dalle. Et donc là, en fait, avec mon mari, ce qu'on a fait, c'est qu'on se splittait un jour sur deux. On se scindait un jour sur deux en deux. Donc en gros, je sais pas, moi le matin, j'étais avec mon fils Félix, et lui, il était avec l'après-midi, et puis le lendemain, on faisait l'inverse. Donc du coup, on est passé à mi-temps au boulot, mais bon, comme tout le monde, hein, on est tous passés par là. Et du coup, en fait, je me retrouvais souvent, si tu veux, le soir à devoir rattraper les heures que j'avais pas pu faire sur mon boulot et donc pas sur le podcast. Et c'était une grosse frustration parce que du coup, tu vois, moi qui suis hyper sociale, d'abord, j'étais que à la maison, je parlais à personne, je commençais un peu, c'était un peu difficile. Et puis, enfin, voilà, c'était une période qui était dure pour tout le monde. Et donc, en fait, progressivement, si tu veux, j'ai commencé à me lever de plus en plus tôt pour essayer d'avoir en fait des heures avant que mon fils se réveille et pour pouvoir avancer en fait sur ces projets-là qui me nourrissaient, mais nourrissaient intellectuellement. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc voilà. Et puis en fait, une fois que la crèche a réouvert, j'ai gardé ça, cette organisation-là, où pendant longtemps, je pense toute l'année 2020-2021. J'ai dû arrêter ça. Et donc, en gros, ce que je faisais, c'est que je bossais de 5h du mat à 8h, 8h30 le matin sur mes propres projets, quoi, pas sur le boulot. Et puis, le soir, je sais pas, à monter, c'est les horaires américains. Donc, je sais pas, à partir de... peut-être une fois que Félix dormait, vers 19-20h, je me remettais jusqu'à minuit. Si tu fais le calcul, il reste pas beaucoup d'heures de sommeil. Pas beaucoup d'heures de sommeil, pas beaucoup de quality time avec ton mari aussi. Ouais. En fait, non, pour ça, je pense que la pandémie, ça a été hyper dur à nouveau pour tout le monde. Hein, je cherche pas à faire pleurer, mais en fait, on était sans cesse en catch-up à se dire, il faut qu'on rattrape notre boulot, il faut qu'on machin, il faut qu'on truc. Heureusement qu'on est solide et c'est cool, on s'est pas éloigné, tu vois, mais ça a été vraiment... En fait, je me suis rendu compte, et à un moment où on est un peu appuyé sur pause, on s'est dit, mais attends, mais on est tout le temps dans la performance, en fait. Enfin, tu vas se dire, ok, là, Félix dort une demi-heure, vite, faut qu'on aille faire ça, tu vois. Et tu dis, mais en fait, c'est pas une manière de vivre, tu vois. Bon, tu peux faire ça pendant quelques mois parce que t'as un gros truc, mais pendant un an, quoi. Ouais. Et bien sûr, c'est pas jouable, quoi. Et donc voilà, et en fait je suis partie, j'ai eu la chance en 2021, il y a beaucoup de gens qui ont été bloqués, mais moi j'ai pu rentrer un mois en France, un peu plus d'un mois parce que j'ai chopé le Covid et que j'étais à Condé. Ah oui. et en fait à ce moment-là, j'avais pas vu ma famille depuis 2019, c'était un moment que j'attendais depuis très très longtemps, et là le boulot a commencé à me demander de gérer un stagiaire à distance, de machin, de trucs, alors que je leur avais dit, quoi, je leur avais dit... je fais toutes les heures sup que vous voulez avant, après, mais en France, j'ai besoin, si tu veux, de couper. Et puis voilà, enfin, on bossait, on dormait 4-5 heures par nuit, quoi, tu vois, pendant un an. Enfin, on était sur les rotules. Et donc, en fait, là, je me suis dit non. En fait, non. Et pendant ces vacances-là, c'est rigolo, tu vois, parce que j'ai dit non, en fait, j'ai eu mes premiers gros contrats de freelance que j'ai pas démarché, mais qui sont venus vers moi en me demandant de produire des podcasts pour des marques. Et en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, c'est possible. On en a discuté un peu avec Mike. On a, histoire d'assurer un petit peu nos arrières et les finances de la famille, on a un peu ajusté, si tu veux, les horaires de crèche de Félix, histoire de, voilà, si les contrats rentrent pas, ça nous permet d'avoir un petit peu de marge, tu vois, si jamais il y a un souci. Et puis, je me suis lancée, en fait, en freelance à temps complet en août 2021. Waouh, félicitations. Merci. Et en fait là, donc ça a été génial. De août à décembre, génial. J'avais bon, ça a été difficile de refaire des... C'est horrible de dire ça en tant que maman, mais je veux le dire parce que je trouve que c'est important de pas en avoir honte, mais de refaire des journées entières avec mon fils, tu vois, parce que du coup, j'avais l'habitude de l'avoir en crèche 5 jours par semaine, et puis de refaire des journées entières avec mon fils, mais j'étais épuisée. C'est un job à plein temps. Hein. Mais c'est ça, et tu sais, il y a plein de gens qui disent mais tu peux pas dire ça, c'est tes enfants. Non, on peut les adorer et être épuisé quand même, et être et puis les content quand détester ils sont dans la aussi. crèche. Non mais c'est ça, c'est épuisant, c'est un boulot, c'est un boulot qu'on est heureux de faire, mais on a le droit aussi de parfois de plus en pouvoir, quoi. Et donc voilà, donc du coup jusqu'en décembre c'était super, et puis
les choses ont changé en janvier. 2022. Janvier 2022, puisque il a changé de mode de garde et je n'ai plus eu de garde malgré toutes mes recherches de nanny, de machin, de trucs, après 11h30 tous les matins. Et donc là, du coup, j'ai recommencé à bosser à partir de 5h du mat pour avoir le plus long de ma journée possible. Et comme je savais, si tu veux, plus ou moins, qu'on allait certainement bouger à l'été, au bout de quelques mois sans succès à trouver un mode de garde pour l'après-midi, et je me suis résignée. Je me suis dit très bien, on va profiter de ces moments ensemble. Et une fois que je me suis dit ça allait beaucoup mieux. Et voilà. Là maintenant, j'avoue que je suis fatiguée. Je sais pas si je vieillis ou si je suis un peu une. Je me lève pas tous les matins à 5h du mat. Moi, c'est ce que j'admirais de toi quand je voyais des serres. Je fais. Si, mais bon, moi maintenant. Dans tout ce que tu as fait, en fait, tu fais en sorte que ça va marcher. Donc, tu t'adaptes. Tu as une capacité d'être un peu pivoté comme ça. Tac, ok, ça marche pas comme ça. Hop, ça va. Mais tu arrives à avoir ce truc en tête, cet objectif, que beaucoup de gens n'ont pas parce qu'on est paumé. Alors, je sais pas si c'est un truc d'âge, de génération. En fait, quand tu sais où tu veux aller, c'est quand même plus simple. Et parfois, j'ai mis vachement de temps à savoir où je voulais aller. C'est ça. C'est pour ça que tu as un parcours. Mais c'est pas si sinueux que ça, comme tu dis. Parce que, en fait, toi-même, tu l'as dit, ça fait sens. Tout fait sens. Ça fait sens, mais j'ai mis du temps moi-même en fait à comprendre ce que j'avais fait de mon parcours. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ouais, en fait, le fait de ne pas avoir à choisir, de pas avoir à dire bon, c'est la pandémie, on est tous bloqués à la maison, et je vais faire que mon boulot qui paye mes factures. Je vais être avec ma famille le reste du temps. Et on passait quand même des super moments tous ensemble parce qu'on passait nos journées ensemble, tu vois. Donc on déjeunait ensemble, on faisait une balade tous les après-midi ensemble. Enfin, tu vois, c'était quand même cool. Mais le fait de pas avoir eu à me dire c'est le boulot ou ma famille ou mes hobbies, et de réussir. Tu peux pas faire ça pendant 10 ans, mais d'avoir en fait cette opportunité de le faire, voilà. Et est-ce que tu crois que le fait d'être aux États-Unis à ce moment-là, ça a joué ? Est-ce que tu penses que si tu avais été, je sais pas, en France pendant le confinement, ou dans un autre pays ou dans une autre région que là où tu es aujourd'hui, est-ce que ça, tu penses que ça a joué ou pas ? Oui, je pense sincèrement, parce que un truc tout con qui paraît purement administratif, mais aux États-Unis, en fait, tu peux tenter un truc, faire une facture à quelqu'un sans aller, alors je connais pas toute la démarche en France, tu vois, mais aller t'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Je crois que ça a changé, c'est plus le même nom, mais en France, tu vois, faire tout plein de démarches en fait auprès des impôts pour avoir un statut particulier. Ici, tu peux dire, ok, c'est quoi, je te fais ça, je t'ai fait une facture, moi je la déclarerai auprès de mes impôts. Bon, c'est pas super bien taxé du coup, mais c'est pas grave. Et tu peux te tenter en fait. T'as quand même une culture de je vais tenter. Et ça choque personne, tu vois. Et c'est vrai que même au niveau mentalité, dans les voisins, l'entourage, etc., c'est hyper normal. Toi, t'es l'archétype toi, de l'américaine. T'as tenté plein de trucs et t'as 12 000 talents et jobs en même temps. Et ça choque personne ici, tu vois. Alors qu'on est plus des hotballs en France. Peut-être on a tendance à mettre un petit titre en dessous de ton nom plus facilement. Ouais. De catégoriser. Des étiquettes. Des étiquettes. Ouais. C'est pour ça que je me demande, est-ce qu'on sous-estime aussi l'environnement dans lequel on est, que ce soit familial aussi. Ouais. Tu as eu la chance d'avoir un partenaire qui t'a soutenu peut-être. Oui, complètement. Ouais. Alors, je dis pas parce qu'il est américain, parce que ça c'est un autre truc, mais non. Un bon partenaire qui est là pour te soutenir dans tes entre guillemets délires. Ouais. Ah ouais, complet. Non mais complet, j'ai voulu lancer une boîte, il m'a jamais dit ce serait quand même bien que tu gagnes vraiment ta vie. Ce serait quand même bien qu'on puisse acheter une baraque, tu vois, mais, happy wife, happy life. Exactement. Je vais peut-être lui broder un oreiller comme ça. Je sais pas, moi, je suis toujours admirative des familles nombreuses. Tu vois, comment vous entendiez parce que vous avez combien d'écart avec... vous êtes une fratrie de 5, ouais. Des mêmes parents. Ouais. Ok. C'est une question qu'on pose souvent, c'est rigolo. Oui, mais recomposer, oui. Je suis la seconde d'une fratrie de 5. Ma grande sœur a 2 ans de plus que moi, 2 ans et demi. Et ma petite sœur a 15 ans de moins que moi. Elle est née en 2000.
Victoire. Donc j'avais 15-16 ans quand elle est née. Ils sont, regardez, ils sont tatoués sur ma cheville. Ah, attends, How cheesy. Qu'est-ce qui est marqué? 5. 5. Et pourquoi il y a un triangle? Écoute, le triangle, puisque c'est censé être la forme la plus stable. C'est-à-dire que tu la retournes dans n'importe quel sens, elle est toujours debout, le triangle. Triangle isocèle. Équilatéral. Équilatéral. Ah ouais. 3 côtés la même longueur. Et 5 en fait à la base parce qu'ils sont vachement responsables du fait que je sois à peu près saine d'esprit. Pas tous les jours. J'adore parce que les gens qui voient pas, elle fait un mouvement près de la tête avec sa main qui tourne comme ça. Tu sais, un mode un peu ça cogite. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et enfin, j'ai énormément de chance. Je dis souvent à mes parents que ma fratrie, c'est un des plus beaux cadeaux en fait qui nous est fait. Tu vois, oui, on a eu plein de trucs super chouettes dans notre vie, mais notre fratrie, on s'auto-appelle le club des 5 des fois, ou le Stéphane Gang. Ah ouais. C'est hyper fort ce qu'on a. Et c'est ça qui est assez paradoxal, si tu veux, parce que je suis hyper famille. Ça peut paraître bizarre. Tu vois, ça fait 15 ans que je suis partie de France. Je suis hyper proche d'eux. On se parle très régulièrement. Mais je suis si loin. Et réussir à rester finalement dans le quotidien des gens, tu vois, après toutes ces années, à pas être juste un coup de fil une fois par mois, je suis hyper contente qu'on arrive à maintenir ça. L'été dernier, on s'est retrouvés et ça a été super fort. Cet hiver, j'étais chez ma sœur aussi, c'était super fort. Ma petite sœur, une de mes petites sœurs était là. Mes 2 petites sœurs d'ailleurs étaient là le dernier mois. Mes parents aussi. Enfin, on reste très 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 soudés et si j'avais pas ça, si ça avait pas marché, franchement, je pense que je serais rentrée plus tôt. Parce que ça, je l'aurais pas sacrifié. Parce que j'allais te poser cette question-là et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la même question par rapport au détachement de la famille initiale, Ouais. ta vraie famille nucléaire. Ouais. Voilà. Justement, ça fait, comme tu dis, ça fait 15 ans. Est-ce que on a tous cette réflexion, est-ce que je rentre ou pas? Ouais. Mais moi, j'avais une question. Est-ce que dans ta famille, déjà, vous étiez j'ai les clichés des voyageurs bretons, tu vois près de la mer et tout. Est-ce que vous étiez déjà une famille qui était comme ça, un peu des voyageurs? Enfin, toi, tu voyages. Est-ce que tes autres frères et sœurs sont en France ou proches? Est-ce qu'ils sont dans un clan comme ça, très proche géographiquement? Ou est-ce que vous êtes un peu tous éclatés? Ou est-ce que tu es la seule à être à l'étranger? Un peu de tout, en fait. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis la seule à être à l'étranger. Ma grande sœur a vécu en Suisse, mon petit frère a vécu au Canada, ma mère et ma dernière petite sœur ont vécu à Montréal aussi quelques années. Caro, je crois pas qu'elle ait vécu à l'étranger. Donc ça, c'est notre vie d'adulte. Mais en grandissant, en fait, si tu veux, on n'est pas parti à l'étranger, mais on a déménagé tous les 2, 3, 4 ans. Ce qui fait que on a beaucoup été la famille nomade en France, enfin tu vois, où je pense que ça a peut-être renforcé aussi beaucoup nos liens en tant que frères et sœurs, parce que c'est une force immense, si tu veux, de déménager avec tes meilleurs potes, en fait, tu vois. Mais tu sais que c'est rigolo parce que Boston, quand on a quitté notre appart il y a 2 ans, là maintenant on est en maison, quand on a quitté notre appart à Somerville, en banlieue de Boston, j'ai réalisé que c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps de ma vie. Wow. C'est bizarre quand même de se dire que c'est à l'étranger, 8 ans. Ouais. Et là, Boston, on va le quitter du coup dans quelques semaines. Et c'est la région dans laquelle j'ai vécu le plus longtemps de toute ma vie, quoi. C'est bizarre, hein, que ce soit si loin finalement de ce que moi... Parce que je parle encore de la maison comme de la France comme la maison. On rentre à la maison, on rentre en France. Alors que j'y habite plus depuis longtemps. Je pars pas en France, je rentre en France. Alors c'est où les maisons? Je pense que j'ai pas une maison, j'en ai plein. Ouais. Tu vois, je pense que, tu vois, Buffalo, j'en ai pas reparlé, mais donc après avoir passé 3 ans en France, on est retourné à Buffalo pendant 2 ans. Parce que moi j'ai fait une thèse là-bas. D'accord. Et donc bref, on est rentré, tu vois, à Buffalo, et puis Buffalo c'est la ville natale de Mike à Buffalo, donc d'où la tâche aux États-Unis. Donc j'ai aussi j'y ai passé moi 3-4 ans pour tout, et puis c'est là que j'ai ma belle famille. Et moi, je dis souvent que c'est my American hometown, tu vois. J'y suis très attachée, je connais bien la ville, etc. Et c'est une ville en plus qui est souvent mal aimée. Et du coup, j'ai beaucoup de plaisir à essayer de montrer les belles choses de cette ville. Ouais, encore plus, bien sûr. Après, on a été à Boston et je pense que j'aurai toujours cette nostalgie. Tu vois, là, on va bientôt partir. J'aurai toujours cette nostalgie, pas le regret, j'ai jamais eu de regret d'être partie de quelque part, mais
je sais pas, tu sais, un sentiment qui te rend heureux en y repensant et t'es content de je sais pas, de revenir dans le resto où t'allais, de machin. En ce moment, on est en plein dans notre bucket list de Boston, si tu veux, il y a plein de trucs qu'on veut faire avant, plein de trucs qu'on veut faire ou refaire avant de partir. Et c'est avec beaucoup d'émotions. Tu vois, genre là, c'est la ville où je suis devenue maman. Ouais. C'est la ville où on s'est pas marié ici, on s'est marié à Buffalo et en France, mais on habitait à Boston quand on s'est marié, tu vois. Ouais. Alors c'est quoi dans ta bucket list là? Donne-nous 2-3 trucs. On a fait un whale watch il y a pas longtemps, donc on allait voir les baleines. Ce week-end, on part avec Cape Cod manger du lobster roll à la plage. On va voir un match des Red Sox. Waouh. C'est long, hein, attention. Ouais, non, mais on va avec Félix, donc je pense qu'on fera pas tout le truc. Mais j'ai visité Fenway il y a pas longtemps, qui était très chouette, j'avais jamais fait, qui est le plus vieux stade de baseball des États-Unis et qui c'est une chouette visite si vous avez l'occasion. Il y a un truc avec cette ville qui est vachement fort, c'est que tout le monde peut avoir sa connexion. Ah non, c'est clair. Et puis, je pense que c'est une ville qui est, comme tu dis, en fait, tu viens pour quelque chose et tu repars et tu restes pour d'autres raisons souvent. Oui. Et c'est une ville qui est très surprenante parce que Boston, c'est quand même assez connu, mais c'est tout petit en fait. Ouais. Tu vois, tu connais, enfin, tu deviens, je sais pas comment dire. You become intimate really quick avec la ville. Tu vois ce que je veux dire? Oui. New York, ça reste tentaculaire. Tu connais pas tous les quartiers, tu connais pas tout. T'as beau y aller tous les week-ends, tu vois. Boston, c'est une ville qui est plus petite que Paris. Mais est-ce que tu peux vraiment dire Boston? Boston, c'est vraiment... Mais en plus, c'est vrai, on dit Boston, j'y vais jamais à Boston. Voilà. Moi, c'est Camberville, c'est Cambridge et Somerville. C'est là où tous mes bars préférés, tous mes restos préférés. C'est ce que je dis aux les gens balades. Qui viennent, Quand j'étais dans une de mes précédentes boîtes, j'ai un de mes chefs qui vient me rendre visite et donc je vais le chercher à son hôtel, Copley Square, tu vois, au centre de Boston. Et puis, il se balade et tout, puis il me fait mais enfin, je comprends pas, c'est pas Boston. Mais c'est pas Boston, parce que moi, tout ce que je vois dans les films, c'est pas ça, Boston. C'est pas les skyscrapers, des gratte-ciel, des machins. Hein. Et je lui dis, mais non, ce que tu vois dans les films, c'est Cambridge, en fait. Tu vois, c'est les maisons de Nouvelle-Angleterre à 2-3 étages, où t'as un appart par étage, de toutes les couleurs, avec les sidings de toutes les couleurs en bois, etc. Ce qu'on te montre à la télé, c'est rarement Boston, en fait. On te montre le port de Boston, et sinon, on te montre Cambridge. Comme beaucoup de villes du Nord-Est, c'est une sports town. Tu vois, Buffalo, où j'étais, c'est une hockey town, maintenant football town, mais c'est le même propriétaire en fait, de l'équipe de foot et l'équipe de hockey. Tu t'y connais vachement. Ah bah attends, mais c'est vraiment, si tu veux, moi je suis répudiée de la famille Andrely si je connais pas mes classiques. Donc t'as le t-shirt Buffalo, One Buffalo. Buffalo, ouais. Eh ouais, avec le buffle, avec le cœur et tout. Wow. Et à Boston, t'as beaucoup de grandes équipes, quoi. T'as donc les Red Sox, on a parlé, les Celtics en NBA, les Patriots au foot que la plupart des États-Unis ne peuvent pas blairer, mais qui a gagné tellement de Super Bowl qui sont quand même vachement connus. Les Bruins, ça par contre c'est l'ennemi juré de mon mari. Ah oui, oh là. C'est le seul truc qu'il m'a dit le jour du mariage. Ah ouais. Le jour du mariage, il m'a dit, enfin le jour du mariage, non, il m'a dit qu'il m'aimait et tout ce que tu veux. Mais le seul truc qu'il m'a demandé, tu sais quand on demande et tout, vous voulez un contrat, il dit c'est bon, on sera intelligent, tu vois si jamais il y avait un problème. Il me dit par contre, tu me promets un truc, t'achètes jamais un maillot des Bruins. C'est vachement dur ici, il est vachement dur. Je regardais des émissions qui s'appelaient... Enfin, j'adorais, c'était l'acteur studio. Ah, je connais pas. Tu connais pas? Un monsieur qui était très francophile, James quelque chose. Ouais. Il adorait le questionnaire de Bernard Pivot. Mm-hmm. Donc lui, il les traduisait en anglais. Du coup, je suis allée les rechercher en français. Oh mon Dieu, donc en fait, ça sent le piège, cette histoire. Non, mais attends. il y a plein de questions un peu débiles, mais bon, moi j'aime bien parce que j'aime bien l'adapter à à toi et ta vie aux États-Unis. Est-ce que tu as un mot préféré en anglais? Oh my goodness. Bah voilà. Oh my goodness, là je me force parce que mon fils fait que dire oh my god et j'ai appris qu'on ne pouvait pas, c'était pas beau de dire oh my god pour des enfants. Moi, c'est vrai? Moi je savais pas. Et donc du coup on doit dire oh my goodness et donc je me force à dire oh my goodness. Quel est un de mes mots préférés? To thrive. Thrive? Juste parce qu'il est dur à dire pour les Français. Et alors, c'est dire quoi thrive? Je sais pas, réussir malgré les difficultés. Non? Ouais. Oui, mais il y a un truc de motivation. Thrive en français. Voilà. Wikipédia. Se développer, réussir, s'épanouir. Waouh! Ah, c'est ton mot. Alors, quel est le mot que vous détestez en anglais? Que tu supportes pas? Inspiring.
Oh my God, I was so inspired by your story. C'est vrai. Hein, C'est comme en français aussi, il me fatigue ce mot. Je trouve qu'on l'utilise à tort et à travers et que du coup, il perd un peu de son sens quand on l'utilise trop, tu vois. T'es pas inspiré par tous les gens que tu rencontres. Enfin, non mais, pas au niveau de ce que inspiré devrait vouloir dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Votre drogue favorite? Bon, ça peut être une drogue. Eh ben, j'ai été une grosse fumeuse. C'est vrai? Waouh. Pendant très longtemps. J'ai arrêté de fumer en 2017. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? J'ai eu peur. Peur de quoi? J'étais en plein burn-out et j'étais essoufflée au bout de 3 pas. Et il y avait une énorme fatigue en fait physique, mais du coup j'ai eu très peur pour ma santé, pour la première fois de ma vie. Tu sais, avant, comme t'as 30 ans et tout, tu vois, vas-y, c'est bon, la santé. Enfin, moi j'étais vachement la santé, on verra un autre jour, tu vois, je vais bien, je suis jeune, je suis en bonne santé, tout va bien. Et j'ai eu vraiment très peur. Et du coup, j'ai arrêté de fumer après 72 essais d'arrêter de fumer. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Waouh. Et mais je sais que, tu vois, ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans en septembre, je sais que j'apprécierai toujours une clope. Ouais. Tu vois. Donc je sais que ça reste toujours dangereux pour moi. Le son, le bruit que vous aimez. Le bruit de la pagaie qui casse l'eau, le calme de l'eau. Ça fait comment? C'est calme, c'est reposant, c'est... Je sais pas, c'est assez magique. Moi, c'est un truc, mais je dois avoir des kilomètres d'enregistrement de ça sur mon ordinateur parce que j'adore ce bruit. Bon, et celui que tu détestes, le son, le bruit que tu détestes. Je pense à égalité le grinçage de dents et le bruit des emballages plastiques. Tu sais, ou genre le sac plastique ou les machins que tu déballes pendant 10 minutes, le paquet de chips. Ouais? Ah, ça me tend, c'est horrible. Ouais. Ah ouais. Votre juron, vos gros mots blasphèmes favoris. En anglais, évidemment, là, parce qu'on est... En anglais. J'ai tendance à jurer plus en français parce que c'est plus toi. En fait, c'est comme dire je t'aime en français et en anglais. Ça n'a pas exactement la même teneur parce que au final, ma langue de cœur, ça reste le français. Alors, qu'est-ce que tu dis au quotidien quand tu dis... Moi, t'as des injures très très violentes qui sont pas très jolies. Elle veut pas les dire. Je sais pas. Allez, je vais m'humilier 2 secondes. Mon mari et mon fils, je les appelle mes petites patates chéries. Voilà. Ah, c'est mignon ça. Quel homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Simone Veil. Simone Veil, ouais. Parce que à l'époque là où on ne sait pas trop ce qui va devenir de l'arrêté Roe v. Wade au niveau de la Cour suprême américaine, c'est important de se souvenir des droits fondamentaux de la femme. Mais sur un billet de 10, c'est genre un billet que tu utilises tous les jours. 10, 20, un truc. Qu'on se souvienne que le boulot a déjà été fait et qu'on ne devrait pas remettre ces choses-là en question. Et voilà. Il y a une Simone Veil aux États-Unis? Oui, en plus j'ai une BD sur elle. Bon, là je m'embrouille, je suis obligée de vous me rattraper au montage. Il s'agit de Margaret Sanger. Elle était fondatrice du journal The Woman Rebel et du planning familial. Elle a bousculé en fait le pays de côté conservateur, en tout cas des États-Unis, au début du XXe siècle, par son combat pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Je vous recommande d'ailleurs tout particulièrement Femme rebelle, cette BD qui retrace sa vie, son combat et qui est absolument passionnante. Et t'as des trucs que t'as lus qui t'ont inspiré? Et en fait, moi, French Expat, c'est un peu le fruit de mes passions et de ce que je pense à un moment précis, quoi. Nicolas Wilde, qui nous raconte comment l'Afghanistan a changé sa vie. C'est un de mes auteurs préférés. Et on l'entend dans les épisodes d'ailleurs, parce qu'il est un peu monotone, mais avec une touche de sarcasme incroyable, en fait. Et c'est des petits bijoux. Ces BD, c'est vraiment des bijoux. Rappelle-nous. C'est un truc à Kaboul, là. C'est ça. Kaboul Disco. Kaboul 1 et 2. Disco. Et tu le conseilles? Ouais. C'est sa table de chevet, coffee table. Non, ils sont sur mon étagère, mais... Ça, c'est encore un autre débat, le truc de French Expat. Voilà, ouais. C'est plus du tout l'image de ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Comme tu disais, il y a la thématique de la solitude. Tu as plein d'autres thématiques aussi qui ne sont pas du tout aussi clichés qu'on pense. Les packages de gens qui voyagent, qui viennent dans le pays, qui repartent avec toutes les valises et machin trucs.
c'est plus du tout le cas. Hein. Mais bon. Bah en fait, j'en connais quasiment pas des expats à ce sens-là, ce sens un peu vieillot finalement du terme. Moi, tu vois, quand on est revenu de nos propres moyens. Toi aussi, t'es venu de tes propres moyens. On avait fait tout un épisode. On a payé nos visas de notre poche, on a payé notre nationalité de notre poche. Ça coûte la peau des fesses. On a payé nos cartes vertes. Il n'y a rien qui nous a été donné, rien qui n'a été acquis. Ouais, j'aurais adoré mettre mon fils dans l'école française, mais non, ça coûte vachement cher. Enfin, tu vois, on en parle. Donc, ouais, non, expatrié, moi, ça était longtemps un complexe pour moi. Et pendant toute la saison 3, là, je me suis posé la question, est-ce qu'on change de nom Emmanuel Saint-Martin, le fondateur de French Morning... est prêt, si tu veux, à changer de nom, si j'ai envie de changer de nom. Ah, le nom du podcast. Parce que le mot expat, si tu veux, je me posais la question. Ça aurait été quoi ? En fait, ça, c'est qu'on n'arrive pas à trouver autre chose qui soit un dénominateur commun, en fait. Un mot parapluie, tu vois, qui englobe vraiment tous ces gens-là. Expatrié, le sens latin du terme, c'est juste que... Ou grec vient du grec. Truc. Ouais, c'est grec, je crois. Exo et patria. Mais en gros, c'est ça, c'est le fait juste que t'es parti du pays dans lequel t'es né. Voilà. Et je sais que ça énerve les gens. Mais oui, les réfugiés aussi, en fait, ils sont expatriés. Tu vois, et non, oui, ceux que en France on appelle migrants, ils sont expatriés. Ouais. Et qu'on arrête de me dire que c'est un mot de riche, c'est juste que c'est un mot. Oui, il est peut-être mal utilisé par certains. Enfin, ceux qui disent ça, ce sont des. Excusez-moi, ce sont des gens riches. Okay, peut-être qu'ils disent... Non, mais tu as aussi d'autres phénomènes aussi qui pourraient. Enfin, dans le mot expat, tu as aussi. Et tu le dis un petit peu dans le début, ceux qui sont revenus aussi. T'as tout un... Moi, je pense à ça, parce que il y a le phénomène des Vietnamiens, pareil, ou des gens qui sont nés en France, vécu en France, et qui retournent dans le pays de leurs parents. Ouais. Tu vois, t'as aussi ce truc-là. Ouais. Je me demande si c'est la génération de nos enfants. Est-ce que eux vont être sensibilisés ? Où est-ce qu'ils vont aller ? Est-ce qu'ils vont aller dans le futur ? Est-ce qu'ils vont se marier avec des gens de la culture du père ou de la mère, ou dans le pays où ils ont grandi, ou ça dépend de là où tu vas aller. Mais j'ai l'impression que tu as plein de dénominateurs communs dans ce que tu fais, et juste la manière dont tu parles des gens que tu admires dans les BD, c'est par rapport au voyage. C'est des trucs par rapport au voyage, alors que toi, tu as aussi beaucoup voyagé, même si tu dis que tu es resté 8 ans, mais tu trouves toujours un moyen de t'évader. Alors, c'est par le podcast, c'est par d'autres choses, par les BD et tout, mais donc là où tu vas nous emmener prochainement, donc dans le Colorado, on a hâte de voir, parce qu'on se dit, elle va nous faire voyager comment ? Ouais. Tu vois, pas où, mais comment. En fait, c'est peu importe où tu vas, tu arrives quand même à toi te faire voyager toi-même, et puis faire voyager les autres. C'est ça qui est intéressant. Le podcast reste un plaisir, en tout cas French Expat, assez égoïste, au sens où je sais pas mentir, tu vois, ça reste des trucs qui m'intéressent vraiment, ce que je fais. Je fais pas des trucs pour faire plaisir. Et donc, le Colorado, on y était là il y a 15 jours, je me rends compte qu'en fait, même si j'ai voyagé dans beaucoup d'États, notamment pour le boulot, le Colorado, en fait, je me réalise qu'il est très loin de l'Amérique que je connais. L'Amérique que je connais, c'est Boston, c'est la Nouvelle-Angleterre. On est quand même vachement proche. Les bons jours, t'es à 5 heures de vol de Paris. On a une culture quand même vachement américano-européenne. Voilà. Colorado, on est à l'ouest. Denver, j'ai découvert que c'est une des plus grandes villes, les plus étendues, tu vois, des États-Unis, si c'est pas la plus grande. Et j'étais scotchée. Tu vois, c'est beaucoup plus mix d'un point de vue conviction politique, religieuse. Est-ce que c'est diversifié aussi au niveau des gens ? Ça dépend où. Denver est très libéral et donc un peu plus divers. Après, si tu veux, c'est un peu tout comme toutes les banlieues américaines. Les banlieues ont tendance à être un peu moins divers. Donc j'ai hâte que tu nous racontes ça. Ouais. Puis ça sera un peu ton moteur aussi de te dire que tu as une audience derrière qui veut suivre tes aventures. Mais d'ailleurs, je dis un grand merci, parce que quand j'ai commencé à poster sur les groupes de Français au Colorado, j'ai plusieurs personnes qui se sont glissées dans mes messages privés et qui me disaient parce que c'est pas exactement mon nom sur Facebook, mais est-ce que c'est toi Anne-Fleur de French Expat et tout, et puis je dis oui. Mais c'est trop cool, j'aime bien tes podcasts. Et en fait, c'est tout con. Ça leur a pris 3 secondes. Mais moi, je me suis sentie vachement accueillie, en fait. Le fait qu'on mette un petit mot comme ça, en me disant, on va pouvoir te faire découvrir ça. Envoyez-lui des petits mots. Ah ouais, moi j'aime bien. Mais non, mais grave. Enfin, en fait, comme je te dis, je pars dans une Amérique que je connais pas. Alors que je suis aux États-Unis, ça paraît bête de dire ça, mais c'est presque une expatriation dans mon expatriation, tu vois. Je suis très à l'aise ici. Je connais très bien Boston, tu vois. Et c'est peut-être ça aussi qui vous pousse à partir. C'est parce que t'es à l'aise.
J'ai l'impression que tu as envie d'être dans ton challenge à toi, c'est de prendre ce risque-là d'être moins à l'aise. Mais quand je deviens trop à l'aise, je crée moins. Ouais. Et du coup, là, j'ai plein d'idées de trucs à faire au Colorado. Où est-ce que tu te sens la plus créative? Quand est-ce que tu as tes idées? Je sais pas exactement. Partout, en fait, les idées. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un moment où ça me vient. Partout. Hier, ce week-end, j'ai eu des idées de podcast. Enfin, j'ai des idées de podcast tous les jours, de toute manière. Tu les notes? Je suis un peu insupportable. Ouais, j'ai des notes, mais j'ai 72 pages de notes sur mon téléphone. Et j'ai mon Zoom, là, cet enregistreur digital qui est devant moi. Je l'ai à peu près partout. Et je le dégaine très souvent, en fait. Pour enregistrer... je sais pas, le bruit des oiseaux, le bruit de la mer, le bruit du vent sur le sable, puis le bruit du vent dans l'herbe, et puis tu vois, et je sais pas, je l'ai amené avec moi pour les baleines. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire un épisode, j'ai un podcast où je fais un peu des expériences de son pour voir ce que ça donne, etc., qui s'appelle Chez Anne Fleur, où c'est vraiment littéralement, tu viens chez moi et tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais... Il y a des épisodes qui vont sortir là-dessus? Mais voilà, ouais, je pense que en tout cas, j'ai fait des enregistrements pour faire passer. Faut trouver le temps pour se poser pour les monter et les écrire. Mais du coup, j'enregistre du son beaucoup. J'enregistre du son aussi des moments de vie, beaucoup. La distance, au cours des quelques dernières années, m'a fait prendre la décision en fait de rentrer en France d'ici 3-4 ans, je pense. Ah ouais? Et, tu sais déjà? C'est un deal que j'ai avec mon mari. Ah, vous êtes vraiment forward thinking, quoi. Vous savez déjà. Non, en fait, si ça tenait qu'à moi, on serait sur le chemin là du retour. C'est vrai? Waouh. Ok. Ouais. C'est ça aussi le compromis du mariage. Ouais, exactement. Du coup, on tend le Colorado et je suis très contente de... Happy husband, happy life. Ça rime pas. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Prof. C'est vrai? C'est que je suis prof. Je sais. Ma mère est un prof aussi. Ah bon? Voilà. Non, j'admire énormément les gens qui le font. Je pense que je suis trop... Je dis que je veux pas faire je papillonne pas. Mais si, nécessairement, je crois que pour dans ma créativité, j'ai besoin de pouvoir passer de quelque chose à quelque chose d'autre et d'y revenir. Et voilà. Et la structure, en fait, de prof. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'était difficile pour moi, l'école en général. J'étais pas mauvaise élève, mais... ça me demandait des efforts particuliers que du coup très souvent je donnais pas, je fournissais pas, et ça passait très souvent, tu vois, mais du coup raduc quoi, tu vois, un peu. Et t'es pas passionnée quoi. Ouais, voilà, en fait les trucs qui me passionnaient j'étais excellente, et le reste j'essayais pas particulièrement, et parce que je pense que j'avais besoin, tu vois, de pouvoir de plus de flexibilité là-dedans. Et donc nécessairement quand t'es prof, tu as besoin d'avoir un cadre, de t'adapter bien sûr à tes élèves, mais d'avoir un cadre, ne serait-ce que pour que les élèves comprennent où tu veux aller, où tu veux les amener. T'as dit t'as besoin de temps pour créer. Ouais. Et comment tu te dégages du temps dans ta journée de 5h maintenant à 20h ou 19h? Le temps à rien faire, c'est pas forcément le temps où tu restes regarder la peinture séchée sur ton mur. Ça peut être aussi juste le temps où, je sais pas, j'écoute de la musique dans ma voiture. Et en fait, c'est laisser ton esprit se balader quoi, de temps en temps. Ça peut être au cours d'une balade, ça peut être même au cours d'une conversation en fait. Est-ce que c'est avec des gens ou sans des gens? Les deux. Oh, ça se pointe partout, la créativité. Non, mais partout où tu lui laisses de la place. C'est ça. Savoir où tu arrives à trouver les temps, où tu arrives à les identifier. Et tu sais que, comme tu m'as dit récemment, j'ai réussi à avoir du temps. J'ai dit non à des trucs pour pouvoir réfléchir. Ouais. En fait, juste dire non, déjà, t'as déjà déclenché la machine. Complètement. Et en fait, j'ai dit non, moi, à pas mal de... C'est dur, hein? C'est hyper difficile, c'est comme déléguer, je trouve que c'est difficile. Mais ouais, tu dis non à des trucs. Moi, c'était initialement pour me dégager du temps pour le déménagement, en fait. Tu vois. Et en fait, ça, par contre, c'est un de mes grands défauts, c'est que j'ai tendance à tout remplir. Tu vois. Et donc là, je me suis dégagé du temps pour les déménagements. Et puis, en fait, j'ai repitché des projets. Et puis, en fait, j'ai tout rempli et je déménage dans 15 jours. Ok. Mais je suis ravie. Parce que je suis dans la création en ce moment. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Un cerisier. Un cerisier. Pourquoi? C'est solide.
Ça peut servir de refuge. Tu Il y en peux a t'y pas, là. installer dedans. Ouais. En fait, j'ai un souvenir un peu Madeleine de Proust de quand j'étais petite. Il y avait un cerisier au bord des cours de tennis de mon village en Bourgogne. Et, Donc t'es bretonne, mais. de ouais, mais Bourgogne. j'habitais un peu partout. Et on se pointait, je crois que c'était avec mon petit frère, et on bouffait des cerises et on regardait les gens jouer au tennis. On était assis sur les branches de ce cerisier et c'est un super bon souvenir. Ça se trouve, on l'a fait qu'une fois, hein, mais c'est un super souvenir. C'est marrant. Et ensuite, une dernière. Mhm. Si Dieu existe, alors je sais pas quel est ton rapport à la religion, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Qu'il est fier de moi. Qu'il est fier de moi. Et ben voilà, ça sera la fin. On est fiers de toi. Merci. Bravo. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à vous adresser un immense merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'est pas un exercice facile que de se confier et de se réécouter. Alors merci à vous pour votre bienveillance, votre gentillesse et un immense merci à ma copine Thuyen d'avoir eu la patience et la gentillesse de me tendre le micro. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Si ça vous dit de me faire plaisir, eh bien rendez-vous sur vos plateformes d'écoute. Donnez des petites étoiles au podcast, 5 si possible, en tout cas le maximum possible. Mettez un petit mot, parlez-moi, je sais pas, de ce que vous aimez dans ce podcast, de votre épisode préféré. Ça fait hyper plaisir et c'est un cadeau qui dure. Bon, et du coup, où est-ce qu'on part la semaine prochaine? Je vous propose de découvrir ensemble quelques indices. Alors ce qui me plaît et ce qui m'a plu depuis le début, c'est déjà d'être dans le ciel en fait. Rien que d'être dans le ciel, quand je décolle et que je me dis ok d'accord ça y est je suis dans le ciel, on n'est pas à la base censé y être en fait. La plus grande surprise ça a été que en fait je suis pas toute seule. On est des centaines à vivre ça chaque année. Quand je dis ça, des nouveaux élèves qui viennent par exemple dans une nouvelle classe. On était au lycée français et évidemment l'expatriation, il n'y a pas que moi qui la vivais à ce moment-là. C'est vrai qu'on est dans sa petite bulle, on voit sa petite vie et je suis arrivée, on était beaucoup à arriver à faire notre première expatriation ou bien à changer d'école. Pour certains, ça faisait déjà 2-3 fois. Donc ça a été ma plus grande surprise en fait, pour le retour à la réalité de ok je suis pas toute seule et je suis pas la seule à vivre ça, et ça a permis justement de faciliter les choses, à me dire que c'est un nouveau départ pour beaucoup de monde. La deuxième chose ensuite ça a été de se rendre compte qu'on peut se sentir chez soi, hors de chez soi ou en tout cas hors de ce qu'on pensait être chez soi. Ça c'était une grande surprise et à 12 ans ça fait repenser beaucoup de choses. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle histoire. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tu nous as presque versé ta petite larme là. Ah, t'as pas dentiste cette fois-ci, hein? Parce que t'étais quand même partie au milieu de ta phrase la dernière fois. En fait, je m'entends bien. Je vais mettre comme ça. Et toi, vas-y, parle un peu. Check. Ouais, c'est bon. T'es habitué en fait. Je sais pas. Oh, tu sais, quand j'ai commencé le podcast, je parlais comme ça. Genre, le truc dans la bouche. C'était dégueulasse. Eh ben, c'est bien, tu peux lâcher un peu prise. Tu peux mettre un tout petit peu moins fort. Oh, on entend bien la nature. Et les voitures, c'est pas trop bruyant, ça? Non. Il y a un gros truc qui vient de passer, t'as pas entendu? Non, bah je l'ai entendu en vrai, mais non.